bienvenue à la rencontre des athlètes. C'est une nouvelle formule en fait qu'on essaye cette année qui, je pense, là, saura vous plaire, qui va permettre de poser des questions un petit peu aujourd'hui, ce soir, mais qui vous a permis aussi d'avoir le gros de l'information en fait déjà un petit peu plus tôt dans le mois. Donc, ce soir, moi-même, Jessica Zaiko, la chargée de projet pour les courses cryo, Marie-Christine Dion, qui est notre directrice de course, et Jean-Charles Fortin, qui est le directeur de la Fondation Sur la Pointe des Pieds. On est là pour vous présenter, en fait, là, tout simplement les dernières petites mises à jour, puis tout ce qu'il y en est là, au niveau de la course cryo qui s'en vient assez rapidement. Donc, merci tout le monde d'être présent ce soir. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement là, laisser la parole à Marie-Christine et Jean-Charles pour la suite, mais je voulais juste vous aviser, là, n'hésitez pas à nous écrire. On a déjà eu des questions un petit peu au travers des dernières journées et on a aussi le chat qui va nous permettre en ce moment de catégoriser un petit peu les questions que vous avez. Donc, soyez bien ouverts, bien à l'aise là, à ouvrir votre micro ou à lever la main. Là. Des fois, c'est plus facile pour faire un petit peu des tours de parole. Et sinon, ben, écrivez-nous les questions et on va essayer là, vraiment de répondre à toutes vos questions ce soir. Et puis, vous assurer d'être bien prêts pour la course qui s'en vient quand même à grande vitesse. Donc, je laisse la parole. Je peux laisser la parole à Jean-Charles qui voulait vous passer un petit mot. Là. Il a eu la chance d'aller sur les glaces en fin de semaine. Donc, une petite idée aussi des conditions actuelles. Ils peuvent changer d'ici la course, mais ça va quand même nous donner une bonne idée. Ah, OK, il est de retour. Et il t'a pas entendu, fait qu'il sait pas que c'est à lui. Ah, c'est ça. Jean-Charles, oui, c'est ça, je n'étais pas sûre. Donc, Jean-Charles, je te laisse la parole tout simplement pour informer les participants des conditions et des petits messages à passer. Avec plaisir. Mon image avait beaucoup de lag. Fait que je suis allé m'assurer que le restant de la maisonnée n'était pas en train de gruger toute la bande passante, là. Faites-moi signe si jamais ça lag trop, je fermerai ma caméra. Ben merci d'être là ce soir. Merci d'être aux courses cryo. J'ai envie de commencer en vous parlant de ce que j'ai vu sur le lac dimanche, où je suis allé parcourir l'entièreté du parcours. Euh, je vous le partage, puis en même temps, ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'on est à une dizaine de jours de l'événement. On vient de vivre un épisode quand même assez chaud, là. En tout cas, je pense que tout le monde au Québec, là, tout le monde y a goûté. Et là, les températures sont en train de revenir à la normale de manière graduelle, ce qui est une super bonne nouvelle. Ça va être moins difficile là, pour les glaces. Et quand on regarde la météo à moyen terme, là, d'ici au 24, ben, ça reste relativement stable, pas trop chaud, pas trop froid. Fait que c'est vraiment bon là, pour le lac. Euh, Quand je dis que c'est vraiment bon pour le lac, puis je ne m'étendrai pas trop longtemps là-dessus, mais ce qui fait mal au lac, c'est quand il y a des chutes de température vraiment, vraiment drastiques, là, tu sais, que genre en 36-48 heures, tu vas baisser de 25-30 degrés. Là, ça fait vraiment mal. Là. Ce que ça crée, c'est ça qui crée de la slush, en fait. Mais en tout cas, comme je dis, je ne veux pas trop m'étendre là-dessus parce que de toute manière, ça ne veut pas dire grand-chose que le lac a l'air, mais j'ai quand même envie de partager que le lac est. Il y a comme deux parties du lac. Il y a une partie qui est vraiment magnifique, de Vauvert jusqu'à 1 kilomètre avant d'arriver à Roberval. Je pense que j'ai jamais vu le lac aussi beau que ça, là. Il n'y a pas de slush, il n'y a pas de glace, il n'y a pas de lame. Un moment donné, je roulais, puis j'étais dans l'une, puis tout allait bien, puis j'ai baissé les yeux, puis je roulais à 127 km/h, là. Tu sais, ça n'a pas d'allure, là. Le lac est magnifique. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a un peu de slush à l'arrivée de Roberval. Il y a un peu de slush en partant de Roberval. Ça, c'est en date de dimanche. Ce que je me suis fait dire, c'est que ça a déjà commencé à regeler la slush. Fait que, il y aura donc une couche de slush bien glacée. Puis du côté de Chambord aussi, il y a eu pas mal de slush là, dans le dernier 3 km. Puis c'est là aussi, c'est en train de reglacer. Donc, le parcours est balisé. Vous avez vu la photo que j'ai prise dimanche. Puis nous, on va commencer le surfaçage là, à la fin de la présente semaine.
On a une équipe complète, là, 4 personnes avec 2 grappes, puis qui vont aller faire le surfaçage, puis de replacer le balisage. Là, il y a des piquettes qui ont croché un peu. Puis après ça, dans la semaine suivante, là, on va poursuivre le surfaçage pour faire en sorte qu'on ait la surface la plus intéressante à vous proposer. Toujours en gardant à l'esprit que, ben, peu importe les efforts qu'on fait, c'est quand même le lac et les conditions climatiques là, qui ont le dernier mot. Mais on commence à avoir une idée là, de comment peut réagir la surface en fonction de la météo, des prévisions météo, là, 2-3 jours à l'avance. Fait que, voilà ce que j'avais envie de vous partager pour l'état des glaces. Ben, puis je rajouterai quelque chose, là, parce que je sais que ça fatigue certaines personnes, là. Euh, Ça n'a pas été un hiver super froid, mais les tests de glace qu'on a fait il y a une semaine, il y avait entre 12 et 18 pouces de glace. Donc, ça continue à épaissir. J'imagine qu'on est rendu peut-être à entre 14 et 20, puis que dans 10 jours, s'il continue à faire froid, on sera entre 18 et 24 pouces de glace. Euh, Tu construis une ville là, à 18-24 pouces de glace, là, et il n'y a vraiment aucun danger, là. C'est l'épaisseur. Pardon, l'épaisseur de la glace n'est en aucun temps un facteur fatigant cette année. Voilà. Merci Si vous beaucoup, avez, Jean-Charles. si vous avez des questions de glace, ben, mettez-les sur le chat ou posez-les, mais ça me fera plaisir d'y répondre. Ben oui, ben justement, on a eu une question dans le chat en ce moment il y a Joël qui se demande si on refait une surface le vendredi avant la course. C'est toi, Jean-Charles, qui était beaucoup en charge de ça, donc je peux te laisser répondre à la question. Mhm. C'est prévu, à moins que ce soit une mauvaise idée. Je te donne un exemple. Si, mettons, ça ramollit le vendredi, ben, peut-être qu'on ne repassera pas, tu sais? Mais on est prêt, l'équipe est là, passe la semaine prochaine, là, en stand-by, prête à embarquer. Puis selon les tempêtes de neige, selon les vents, selon, la température, ben, on embarque ou pas. C'est pas toutes les conditions qui sont, je vais inventer un mot, là, optimisantes pour la surface. Mais disons que dans les dernières années, on grattait dans la nuit. On était capable de gratter dans la nuit de vendredi à samedi. C'est ce qu'on vise. C'est ce qu'on vise, puis je le redis, après ça, c'est la météo qui détermine là, qu'est-ce qu'on est capable de faire, puis qu'est-ce qu'on est mieux de faire. Mhm. Puis, dans ce même ordre d'idée-là, j'avais aussi une question par courriel qui se demandait si entre les différentes épreuves, on allait faire un resurfaçage. C'est pas typiquement ce qu'on fait, à moins, là, je pense qu'il y a eu une édition où ça a été fait, mais parce qu'il y avait beaucoup de neige qui s'accumulait au sol. Donc, il y avait une tentative de vous donner une surface un petit peu plus dure et un peu plus facile à courir. Mais c'est certain qu'on peut pas dérouler le tapis là, juste avant que chaque individu passe là, sur la piste. Donc, euh, c'est plus de façon exceptionnelle que ça va se faire. Mm. Puis ce qu'il faut rajouter là-dessus, c'est que la façon dont ça fonctionne, là, le grattage, c'est que euh, tu grattes la piste, puis tu viens gonfler la piste avec de l'air, et il faut que ça gèle par la suite. Fait que si tu grattes juste avant, tu sais, 1 heure avant la course, ben ça donne rien parce que la piste n'aura pas le temps de regeler, toutes ces poches d'air que tu viens de créer en grattant. Fait que s'il y a de la neige, s'il tombe, puis de la bonne neige, puis il vente, ben là, ça vaut la peine pour évacuer la neige qui s'accumule parce qu'elle tombe du ciel. Mais d'essayer de gratter la piste en 2 cohortes de coureurs, ça donne rien parce que la surface ne regèle pas entre les 2. C'est une pas pire science, le grattage, c'est vraiment intéressant. Si je peux me permettre, Jean-Charles, cette année, on n'a pas de distance qui vous précède des coureurs, hein. L'an passé, on avait le ski de fond, on avait le fat bike. Donc, cette année, la piste, elle est uniquement pour vous. Fait que ça fait une différence aussi, là. Fait que c'est un avantage, c'est certain. Tout à fait. Il y en a une question dans le chat présentement qui se demande, quelqu'un qui se demande s'il y a des sections aussi dures, dans le sens dur comme de la glace, que la section Robertval de l'an passé. Pour moi, la réponse à ça est très, très claire, c'est on ne le sait pas.
Ça dépend de la météo, ça dépend de la neige, ça dépend du vent. Ça peut même changer d'une heure à l'autre. Il faut voir les courses Cryo et son parcours davantage comme quelque chose qui se rapproche du trail et non pas du marathon. J'avais eu une discussion très, très intéressante avec Johan Rock suite à l'événement. Puis il me disait qu'une des choses qui aimait des courses Cryo, c'est que ça se rapprochait beaucoup de l'essence même des courses en sentier telles qu'on les retrouvait il y a 15 ans. Où on commençait l'épreuve, on ne savait pas exactement, on ne savait pas si on allait la finir, on ne savait pas dans quel état était le sentier. Les courses Cryo, c'est dans cet esprit-là. On fait notre possible pour vous donner un sentier de qualité. Il est clairement bien balisé, mais après ça, il y a plein de facteurs qu'on ne contrôle pas. Puis je me permets de croire, puis il y a plusieurs coureurs qui me l'ont partagé aussi, que c'est ce qui fait partie du défi et du plaisir des courses Cryo. Donc, clairement, il ne faut pas l'aborder comme un marathon ou quelque chose avec une surface qui est contrôlée. La surface n'est pas contrôlable. Oui. C'est ce qui fait en sorte, Jean-Charles, aussi que comme organisation, on ne vous obligera pas ou on ne vous recommandera pas quelque chose en particulier. On a souvent la question des raquettes. Est-ce que je mets ou non des raquettes? Est-ce que je m'entraîne sur le dos? Est-ce que je mets des espadrilles sur lesquelles il y a des crampons et tout ça? Fait que ça fait partie de l'aventure. Moi, je sais avec quoi je courais, mais je ne peux pas vous dire de courir avec ça nécessairement parce que c'est relatif à chaque personne aussi. Puis, c'est certain qu'il est encore le temps de vous entraîner dans toutes les conditions. C'est important. On l'a partagé sur nos réseaux sociaux. Si vous n'avez jamais couru avec des raquettes, ne le faites pas à la course Cryo pour 37 km. Vous n'allez pas aimer ça, puis vous n'allez pas nous aimer. Fait qu'il vous reste encore du temps un petit peu pour faire quelques petits tests de matériel, mais malheureusement, vos devoirs devraient déjà être faits à cette date-ci, c'est certain, pour faire face à toutes les conditions. T'es en sourdine, Jessica? Oui. Oui, tout à fait. En fait, je me demandais s'il y avait d'autres personnes qui peuvent aussi ouvrir leur micro et qui avaient des questions par rapport au parcours lui-même, au balisage, au surfaçage. On va vraiment être dans cette catégorie-là. Puis après ça, on va parler là, de tout ce qui est navette et matériel. Oui. Bonjour, c'est François Lier. Ça se peut qu'il y ait un bébé qui pleure derrière moi, je m'excuse. Je fais le 37 km. Est-ce que ma famille pourrait venir m'encourager à 13 km de l'arrivée? Est-ce que ça serait possible sans qu'ils me donnent de la nourriture ou qu'ils m'apportent de l'aide? Est-ce que c'est possible pour eux qu'ils viennent voir aux 2/3 du parcours? Je peux y aller ou vous pouvez vous lancer, là. En fait, le ravitaillement numéro 3, c'est le ravitaillement qui est au village sur glace de Roberval. Donc, en effet, là, ça va être un site qui va être autant un site de ravitaillement qu'un site de départ pour la micro-cryo. Et on invite les gens à venir voir le départ, à venir vous encourager à cet endroit-là. Donc, il n'y a vraiment pas de souci. Je ne sais pas si Marie-Christine ou Jean-Charles, vous avez quelque chose à rajouter à ce moment-là. Mais moi, je n'y vois pas d'inconvénient. C'est plus que si vous pouvez être encouragé par de la famille, des amis, même sur le lac, c'est possible. La seule chose qui m'a permis, c'est d'avoir assistance d'une personne externe à l'organisation. Donc, que ce soit pour vous ravitailler, vous traîner du matériel, c'est pas possible. Mais si vous avez des oncles, des tantes, des amis qui ont une motoneige ou qui ont le goût de venir en kite ski, pas surf, ça va mal si c'est en surf. Mais qui a le goût de venir sur le lac, c'est possible de le faire. Au contraire, ça va être plus motivant pour vous autres. La seule chose, c'est aucune assistance externe. Est-ce que ça a répondu à la question? Oui, merci. De rien. Autre question par rapport au parcours, au surfaçage, au balisage? On peut poursuivre avec la catégorie. J'avais eu une question au niveau des navettes. Donc, peut-être si la personne elle avait je ne sais pas s'il y avait une question qui était un peu plus précise. Là, je sais que c'est le sujet des navettes.
Vous pouvez ouvrir votre micro et poser la question. Oui, je pense que c'est moi, en fait. Donc, on se demandait à savoir pourquoi la navette était aussitôt. Qu'est-ce qui fait que c'est ça, tu es comme à 10h30, mais que le départ est à 13h? Y a-t-il plusieurs départs de navette? Qu'est-ce qu'on fait pendant les 2 heures d'attente? Voilà. Oui, je peux y aller en fait, pour répondre à cette question-ci. Au niveau de la logistique, mais c'est une navette qui est plus longue que l'an passé. Donc on prévoit là 1 heure et demie de route pour se rendre là, entre, le village en fait, entre l'arrivée à Chambord et Vauvert-sur-le-Lac et bien sûr, on ne sait jamais c'est quoi exactement les conditions routières. Donc on veut se donner une petite marge de manœuvre parce que vous faites 1 heure et demie de navette. Quand vous arrivez sur place, vous avez accès à des toilettes. Vous avez également accès à de l'eau qui va être chaude, tiède là, pour remplir vos bouteilles d'eau. Donc, on se donne toujours un petit temps, un petit peu là, où ça va vous permettre d'aller aux toilettes, vous changer rapidement. On va avoir accès à un espace à l'intérieur au restaurant qui est à Vauvert-sur-le-Lac. Et il y a bien sûr là, toujours un peu les allocutions avant le départ, la dernière rencontre avec votre responsable de parcours qui va vous transmettre de l'information là, qui est vraiment mise à jour des dernières minutes, un peu de décision, parfois au niveau de la sécurité. Donc, en réalité, il y a à peu près une demi-heure, 45 minutes où vous allez vous retrouver à Vauvert pour être en mesure là, que les 30-40 coureurs, selon les traversées que vous faites, là, selon si vous êtes avec l'ensoleillé ou la étoilée, qui va passer assez rapidement, je vous dirais, parce qu'on veut vraiment là, qu'à l'heure pile, là, on puisse décoller. Et le site, on a l'espace qui est au restaurant, mais il y a comme la plage municipale, elle est un petit peu plus loin. Donc, vous allez voir, là, cette durée va passer relativement rapidement. Ouais. Puis, considérant que vous avez 1h30 au moins de navette à faire, bien, moi, je vous encourage à pas trop vous habiller chaudement nécessairement ou à avoir du matériel différent parce que vous vous souvenez, dans la réunion, je vous l'ai dit, vous pouvez laisser un sac dans l'autobus qui va être ramené à Chambord à votre arrivée. Donc, ça se peut aussi quand au départ de Chambord, il semble faire beau, mais à l'arrivée à Vauvert, c'est peut-être un petit peu moins beau que ce qu'on avait prévu. Donc, prévoyez des vêtements vraiment différents pour votre départ de Vauvert. Puis, ce que vous n'aurez pas besoin, vous le laissez dans votre sac bien identifié qui va retourner dans l'autobus. Donc, vous allez avoir un avis de votre responsable de course, là, donc soit Romain et Chloé, de remettre votre matériel si vous êtes au départ de Vauvert. Puis après ça, vous allez être certain d'avoir le bon équipement, c'est certain. Vous pouvez, je ne sais pas si ça répondait à la question, Audrey, mais s'il y avait une deuxième question aussi, là, c'est possible de. Oui, il y avait comme de une nous sous-question par rapport à ça. Justement, Oui. comme est-ce qu'on laisse aussi le drop bag dans cet autobus-là? Non, C'est comme la partie que j'ai comme pas compris. Oui, il n'y a pas de souci. Dans le fond, ce que vous faites, c'est que quand vous allez arriver la journée même ou la veille, vous allez venir pour vous inscrire, vous allez recevoir votre dossard. Puis à ce moment-là, vous allez pouvoir aussi déposer votre drop bag. Le drop bag, il va rester dans le fond à Chambord. Puis c'est les gens de la logistique de l'événement qui vont s'occuper de vous les amener tout simplement là, à Roberval au 3e ravitaillement. Donc, à partir du moment où vous prenez votre navette, tout ce que vous avez avec vous, ce sont les choses avec lesquelles vous allez partir faire la course ou les petites choses supplémentaires qui vont rester dans votre autobus, mais ces choses-là supplémentaires, vous n'y aurez pas accès quand vous arrivez pour prendre votre drop bag au ravito numéro 3. C'est vraiment si vous voulez avoir une veste supplémentaire parce que dans l'autobus, vous voulez être sûr d'être bien, d'être au chaud ou ce genre de choses-là. Oui. Parfait, Puis, merci. le drop bag, vous pouvez le déposer soit le vendredi ou le samedi avant votre départ de navette. Fait que si vous êtes prêt le vendredi, vous vous en débarrassez, vous le mettez là. Puis si vous n'êtes pas prêt à le déposer le vendredi, vous le déposez le samedi avant votre départ de navette. OK, parfait. Puis la prise des dossards, alors, et la remise des drop bags se fait à la même place où on prend la navette. Oui, exactement. Au chalet Spa Chambord. Parfait, tout est clair. Merci. Pendant qu'on y est, j'avais eu aussi une autre question au niveau du drop bag. Donc, juste pour clarifier, on avait une personne qui demandait au niveau du drop bag, est-ce que une fois qu'on arrive au ravitaillement pour le récupérer, on doit finir la course en le portant sur nous? En fait, l'idée du drop bag, c'est vraiment, vous avez un endroit pour faire comme un switch, un échange de vêtements.
Donc, vous pouvez vous changer puis laisser les vêtements que vous aviez sur vous dans votre drop bag identifié. Puis à ce moment-là, ben, c'est important de le prendre puis de le redonner aux gens qui s'occupent du ravitaillement. Eux vont le tasser de côté comme quoi il a été utilisé. C'est certain que tant qu'à aborder les sujets des drop bags, comme on vous mentionnait pendant la rencontre, le drop bag, que vous l'utilisiez ou que vous ne l'utilisiez pas, il va revenir éventuellement au chalet spa, mais ça peut prendre un petit délai. En fait, là, ça dépend à quelle heure vous y allez, ça dépend des bénévoles à quelle heure ils passent et ils repartent du site de notre 3e ravito. Donc, sachez que ça va finir par arriver au chalet spa, mais on n'a pas d'heure prédéfinie là, où vous allez pouvoir le récupérer. D'où l'importance d'avoir des vêtements secs à votre arrivée à Chambord. Donc, prévoyez vraiment un autre drop bag finalement pour vous changer de vos vêtements de course à l'arrivée à Chambord si vous voulez bien profiter de votre soirée par la suite. Tout à fait. Il y avait une question de Maxime et Charles. Oui, en fait, Marie-Christine, j'avais 2 questions. Elles viennent de répondre, fait que je comprends qu'on peut laisser quelque chose à Chambord. Là, nous, on fait la micro-cryo ensemble. On peut laisser des vêtements chauds à l'arrivée. Juste pour valider, là, c'est. Oui, bien, il n'y a pas à moins que je me trompe, Jess, il n'y a pas d'endroit spécifique, mais je pense qu'il n'y a pas de problème à le laisser. On pourra avoir, peut-être c'est quelque chose qu'on pourrait réfléchir. De ce que je comprends, tu n'auras personne de ta famille à l'arrivée pour te donner des vêtements chauds. Exact. Oui. Tu vas être avec le petit bonhomme-là qui va avoir le goût de se mettre au chaud, effectivement. Oui, mais je pense que c'est quelque chose qui peut facilement être arrangé là, avec l'équipe. Identifie bien ton sac, par exemple, puis on regardera là où on pourra le laisser. Oui, puis on verra si c'est... on n'entend pas très bien. Oui, je te laisse poursuivre la réponse. En fait, ce que je disais, c'est qu'il faudra juste s'assurer qu'il soit pas, qu'il aille pas dans la même pile que les drop bags. Donc, c'est peut-être juste ça le petit enjeu, là, de juste s'assurer, peut-être même de le mettre avec tu sais, à la maison, de mettre un tape dessus puis d'écrire, vêtements secs pour l'arrivée. Fait comme ça, si jamais par hasard, il est mis dans la pile ou il est proche d'être là, ben, on fera juste s'assurer qu'il ne disparaisse pas par bonne volonté pour qu'on n'oublie pas un drop bag, mais que ça devienne un enjeu moins agréable pour vous. C'est ça. C'est qu'on n'a pas, comme dans un marathon, un endroit où on peut laisser avec, avec notre dossard, notre numéro de dossard des vêtements. Peut-être que ça va venir. C'est sûr qu'on vous encourage à utiliser votre famille pour apporter vos vêtements chauds, mais sinon, on va vous accommoder, il n'y a pas de problème. Et l'autre question que j'avais, c'est OK si on a un sac pour nous deux pendant la course, là, je transporte tes trucs et les miens, ça va? En autant que ça ne soit pas une poche de hockey. Non, mais je ne parle pas du drop bag, là, je parle de mon sac à dos. OK, de ton sac, ça veut dire que tu vas traîner tout le matériel de ton fils? Oui. Oui, ça, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Aucun problème. Il peut profiter de toi au maximum. OK, excellent. Là, je m'imaginais avec la poche de hockey sur le lac là, pendant une seconde. Oui. Merci. Non. En même temps, ça répond à la question de Marie où elle demandait si on était obligé de courir avec un sac avec les choses supplémentaires. Oui, en effet. Donc, tout ce qu'on vous demande d'avoir sur vous pendant la course, la doudoune de surplus, par exemple, ce sont tous des éléments que vous avez besoin d'avoir sur vous si jamais vous avez besoin d'être évacué pour quelconque raison, si la météo se met de la partie pendant la soirée ou pendant la journée. Donc, oui, tous les items qu'on vous demande, vous devez les avoir sur vous au moment du départ. Oui, le matériel obligatoire. Puis je pense qu'on a une question aussi, Jess, qui la personne disait, ben si je viens chercher mon dossard le vendredi, ben là, mon matériel obligatoire, ben il ne sera pas nécessairement dans mon sac. Nous, ce qu'on veut, c'est que vous nous démontriez que vous avez tout le matériel obligatoire, qu'il soit dans votre sac que vous allez avoir ou sur vous au départ. C'est pas grave, là. Mais en autant que vous ayez le matériel obligatoire, parce qu'en tout temps, vos responsables de parcours qui vont être sur le lac, donc les responsables des courses, vont pouvoir vérifier le matériel obligatoire. Fait que si vous avez laissé une partie du matériel dans votre drop bag, bien pour nous, ce n'est pas réglementaire. Vous pourriez être disqualifié pour votre propre sécurité. Je regarde juste rapidement si j'avais d'autres questions au niveau des drop bags. J'ai aussi vu une question apparaître au niveau des navettes, là, fait que je vais peut-être juste reculer un petit peu d'une étape pour clore les navettes. Il y a quelqu'un qui nous a demandé si on pouvait se rendre au départ par nos propres moyens. C'est malheureusement pas possible cette année de le faire. Pour ceux qui ont fait partie de la course l'année passée, à la dernière minute, il y a eu un changement au niveau de notre parcours. Donc, on demande vraiment à tout le monde là, de passer par Chambord. Tout le monde doit prendre la navette cette année. C'est pas possible de se rendre par soi-même directement
au site de départ comme on a pu le faire par le passé. Donc, c'est simplement une question de gestion des risques, puis une question aussi qu'on n'ait pas des participants un petit peu éparpillés autour du lac si finalement, ben, on fait le choix de prendre le départ d'un autre endroit à la dernière minute, tout simplement. Oui, effectivement. Puis il y a une prise de départ, des présences dans l'autobus au départ de Chambord par soit votre responsable de parcours ou la responsable. L'année passée, c'était Alison qui le faisait. Fait que ça, c'est important. Puis sur vos départs, vous allez avoir un tapis de SportStat qui va être là. Oui. Effectivement. Fait que c'est vraiment important. Puis dites-vous que c'est vraiment pour une question de sécurité. Hein? Pour ceux et celles qui étaient avec nous il y a quelques années, on a dû évacuer beaucoup de gens. Moi, mon rôle, c'est de m'assurer que vous passiez chacun des ravitaux. Je contrôle chaque numéro de dossard à chacun des ravitaillements. Et quand il me manque quelqu'un, je le cherche. Puis je le cherche vraiment, là. Puis c'est vraiment important pour nous de s'assurer qu'on a le bon nombre de personnes à chaque passage. Puis ça m'amène, c'est peut-être pas une question, mais je le disais dans la réunion que je vous ai faite, c'est important de rester sur le parcours balisé. S'il y a une problématique, vous avez des gens, vous avez des encadreurs à motoneige, vous avez des encadreurs à la course, vous avez des responsables de parcours. Ne quittez jamais, jamais le parcours sans nous aviser. Si vous êtes tanné dans le milieu du lac, puis vous avez quelqu'un en motoneige qui est là de votre famille, avisez-nous. Vous ne partez pas avec cette personne-là parce qu'on a appelé des gens, même l'an passé, qui étaient rendus dans leur chambre d'hôtel, probablement dans le spa, puis nous autres, on les cherchait. Fait que faites-nous confiance, on va s'assurer de votre sécurité, mais donnez-nous un coup de main. Donc, respectez ce qu'on vous demande, entre autres de prendre la navette, puis de vous assurer de passer sur les tapis de SportStat à chacun des ravitaillements. Puis, on va avoir des bénévoles qui vont prendre en plus votre numéro de dossard. Avec votre numéro de dossard, apprenez-le par cœur, puis assurez-vous que la personne l'ait pris aussi de façon manuelle parce qu'on fait une contre-validation. C'est important pour nous. Merci. D'ailleurs, parlant de SportStats, on a une question aussi qui nous avait été envoyée si les supporters vont pouvoir suivre les athlètes sur SportStats. Marie-Christine peut-être valider avec moi, là, mais il me semble que c'est possible de suivre, c'est juste que ça reste de la technologie, donc ça reste qu'il peut y avoir un peu des enjeux où ça peut, on ne peut pas garantir que vous allez être capable de suivre chaque participant, mais oui, ça sera fait en direct. Oui, parce que ça peut arriver sur SportStat pour ceux et celles qui sont habitués, c'est des splits, là, c'est des temps de passage. Puis ça peut arriver des fois que votre temps de passage ne s'affiche pas, soit votre dossard est trop caché ou quelque chose comme ça. Fait que des fois, ça peut rendre un peu plus inquiet la famille. Hey, il n'est pas passé, il n'est pas passé. Fait qu'il ne faut pas juste se fier au temps de passage là, qui sont affichés sur SportStat. Tout à fait. Est-ce que, Audrey, c'était une question par rapport à SportStat? Oui, effectivement, je me suis peut-être posé la question à savoir si nous, on va courir à 2. Est-ce que c'est possible de faire égaliser nos chronos? Qu'est-ce que tu veux dire? Vous courez ensemble? Oui, c'est ça, on va courir ensemble du début à la fin. Ben, normalement, vous allez franchir la ligne d'arrivée ensemble. Mais je pense que oui, mais c'est que des fois, ça fait comme des fluctuations, peu importe dû au tapis. Là, fait qu'on se demandait juste si c'était Ben, à possible. moins que ça soit vraiment, vraiment important que vous ayez le même temps. Non, non, non. OK. Ben, habituellement, on se fie au tapis parce que c'est certain que si on a 150 personnes qui nous demandent des ajustements, malheureusement, ça va devenir peut-être plus complexe. Là. Fait Non, assurez-vous absolument. de sauter ensemble au fil d'arrivée. Parfait. On avait eu une gang comme ça, il y était 4 filles, les 4 filles du haut du lac, là, puis Oui. ils arrivaient, ils synchronisaient, puis ils mettaient le pied en même temps sur le tapis, puis il y avait comme 1/10 de seconde de différence là, d'une personne à l'autre. Fait que c'est très, très jouable. Là. C'est ça. Puis j'ai vu Karen aussi du Cégep de Saint-Félicien. Là. Karen, j'imagine qu'elle vient avec des étudiants. Là, puis eux autres, souvent, ils font ça en gang. Là. Fait que c'est un peu la même stratégie. Parfait, merci. Fantastique. Sinon, j'avais aussi des questions. J'ai répondu rapidement par le chat là, au niveau de la question si c'était possible de se changer complètement juste avant le départ. On l'avait mentionné un peu tout à l'heure, là, donc oui, je confirme, là, si vous voulez vous habiller d'une certaine manière pendant la navette de 1h30 et vous changer juste avant le départ, c'est prévu dans le temps que vous allez pouvoir aller aux toilettes, vous changer et laisser ces vêtements-là dans la navette, tout simplement. Par la suite, je crois, à moins qu'il y ait des gens... Oh, j'ai une autre question, vous pouvez y aller. Je ne suis pas certaine. Oui, j'ai une petite question. Moi, je cours avec une amie, mais on ne court pas au même rythme. Si l'une de nous veut, à l'arrivée,
faire demi-tour, aller chercher l'autre pour l'attendre, est-ce que ça vous pose des problèmes en termes de logistique ou de suivi des athlètes ou est-ce que c'est envisageable? Ben, si tu as franchi, par exemple, c'est toi qui arrives en premier puis tu as franchi le fil d'arrivée, donc tu as passé sur le tapis de chronométrage, tu peux aller retourner chercher ton ami, mais là, c'est sûr que ce n'est pas 10 km plus loin. J'imagine que vous n'allez pas être trop loin. Puis, au retour, ben, ça va être important que tu ne passes pas de nouveau sur le tapis de chronométrage. Là. Ou tu ne passes pas du tout, puis après ça, tu Oui, retournes. Mais Tu enlèves ton ouais. dossard. c'est ça, tu enlèves ton dossard parce que sinon, là, ça va prendre 2 fois ton temps. OK, mais si l'une de nous arrive, mais passe pas la ligne d'arrivée, repart chercher l'autre et puis franchit la ligne d'arrivée avec elle, d'un point de vue sécurité ou quoi, c'est gérable pour vous? Ben, c'est sûr que tu vas probablement te faire demander pourquoi tu ne vas pas dans le bon sens. Oui, Fait que ça peut arriver, là, ça c'est certain. Mais si c'est la stratégie que vous avez, ben, je pense que la première personne est mieux de passer le fil d'arrivée puis d'avoir son propre temps à elle, puis d'aller OK. rechercher sa collègue par la suite, là, puis pas passer soit sur le tapis. Là. C'est un OK. peu l'idée, je pense. Là. Puis OK, juste parfait. peut-être de mentionner également, si vous revenez sur vos pas, ne marchez pas. Il y a deux balisages de parcours. Là. D'un côté, on a les coureurs, puis de l'autre côté des balises, on a les motoneigistes. Donc, ça va être super important, même si vous croisez des gens au travers de la course en revenant, de ne pas prendre finalement là, le sentier des motoneiges. Donc, ça, c'est un élément crucial quand même pour votre sécurité. OK, parfait, merci beaucoup. Ça fait plaisir. J'ai Marie également qui a une question. Non, c'était moi. Ça l'a apparu après que c'était. Je suis désolée. Sinon, je pense qu'on est rendu. On avait répondu à la question des dossards le vendredi soir tout à l'heure. Donc, on serait rendu aux questions un petit peu plus au niveau du matériel. Je pense que c'est souvent les questions qui sont un petit peu plus chaudes par rapport à tout ça. Et puis, c'est ça. Donc, je ne sais pas si Marie-Christine, tu veux commencer par peut-être faire un topo, juste résumer encore une fois, là, qu'est-ce qu'il y en est pour le matériel qui est obligatoire, qu'est-ce qu'il y en est pour les doudounes. Entre autres, j'ai une question, c'est quoi les critères pour la doudoune qui est dans notre sac à dos? Donc, je sais on a donné des exemples, mais si les gens ne sont pas dans les exemples un petit peu, c'est quoi les critères qu'on recherche? Et après ça, ben, on verra si ça suscite encore des questionnements, tout simplement. Parfait, merci Jessica. La fameuse doudoune. Hein? Je pense que je pourrais écrire un livre sur la doudoune. Vous nous donnerez des bons termes. Là. On dirait qu'on n'a pas jamais le bon terme. Bon, la doudoune. Jannick, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu courais avec la veste que tu as sur le dos présentement? Bon, bien, Jannick, elle a le meilleur exemple de c'est quoi une doudoune. Une doudoune, c'est un duvet. C'est une grosse veste dans laquelle vous êtes vraiment, vraiment au chaud et c'est une veste que, à moins de conditions extrêmes, vous ne la metteriez pas pour courir. La doudoune, elle sert à vous protéger si, admettons, vous êtes un ravitaillement ou entre deux ravitaillements. Vous attendez qu'on vous qu'on vous escorte à l'extérieur du lac pour une raison X. Vous êtes blessé, vous êtes fatigué. Donc, on doit vraiment, vraiment vous amener à l'extérieur du lac. Donc, c'est le vêtement qui va vous permettre de rester au chaud. Donc, la doudoune, normalement, vous ne partez pas au départ avec votre doudoune sur le dos. Si jamais vous êtes une personne frileuse, donc si jamais Jannick, elle me dit, moi, là, j'aime ça courir, là, puis être au chaud, vraiment au chaud, puis elle décide de partir avec la veste qu'elle a sur le dos présentement. Bien, pour moi, Jannick, elle va avoir l'obligation d'avoir dans son sac à dos une autre grosse veste. Fait que c'est ça peut-être qui a porté à confusion dans notre guide de l'athlète. Tu peux partir avec une veste de ton choix, de la grosseur de ton choix, mais moi, je veux absolument que dans votre sac, vous ayez une veste que vous mettez idéalement dans un ziploc pour qu'elle soit vraiment à l'abri des intempéries, qui va être dans le fond de votre sac, puis dans le meilleur des mondes, vous ne l'utiliserez pas, cette veste-là. Mais si vous en avez besoin, comme il y a quelques années où on a sorti 70 personnes du lac dans des conditions extrêmes, bien, je peux vous dire que ceux et celles qui n'avaient pas apporté de doudoune, qui avaient juste une petite veste que j'appelle une veste Kleenex, là, tu sais, que tu as l'impression que tu es bien dedans parce qu'elle n'est pas épaisse, bien ça, là, ça ne fait pas quand on doit vous évacuer du lac. Fait que la doudoune, c'est vraiment une veste avec laquelle vous ne courriez pas, mais qui va vous garder au chaud, puis idéalement avec une capuche
Hein? Effectivement. Merci, Jannick. On va te payer pour être notre démonstratrice. Hein? Fait que c'est idéalement comme ça pour que si jamais on a besoin de vous évacuer en motoneige, nous, on a quand même de l'équipement. On a des gros sacs de couchage dans lesquels on peut vous emmitoufler et tout ça. Mais si vous êtes blessé, si vous êtes vraiment fatigué ou pour une raison X, vous n'avez plus d'énergie, bien déjà là, si vous êtes en mesure d'avoir une couche vraiment chaude par-dessus vous au départ, bien, ça va être facilitant. Puis encore une fois, c'est une question de sécurité. La même chose pour la couverture de survie. La fameuse couverture de survie que vous ne voulez souvent pas traîner. Bien, Moses, ça traîne, ça pèse 10 onces ou je ne sais pas trop quoi, puis ça peut vous sauver la vie. S'il se met à vanter dans le milieu du lac, puis là, vous n'êtes plus capable de courir, puis il faut marcher, puis on n'a pas nécessairement de motoneige rapide pour vous aider, bien, tu vas sortir ta couverture de survie, puis tu vas la mettre sur toi. Hein? Puis ça coûte 5 $ dans n'importe quel bon magasin. Fait que ça, c'est des équipements qui sont obligatoires vraiment pour votre sécurité. Dans les autres équipements obligatoires, vous avez des lumières. Marie-Christine, si tu me permets, là, je vais juste répondre rapidement à des questions sur la doudoune que les gens y ont écrit. Donc, ben non, c'est correct. Dans le fond, on a quelqu'un qui demande un Arc'teryx Atom sans coupe-vent pour prendre le départ. Oui, ça fonctionne pour nous. C'est correct si, puis là, avec une doudoune dans le sac à dos, est-ce que c'est correct? Oui, 100%. Fait que c'est vraiment l'exemple parfait de vous mettez ce que vous voulez au départ. Si c'est la veste Atom, c'est parfait. Si c'est un peu un multicouche là, avec de la laine, avec pas de doudoune, vous portez ce que vous voulez pour prendre le départ. Par contre, mais ce qui est de surplus dans votre sac à dos, c'est pas pour. C'est vraiment la doudoune qui est faite pour l'évacuation, qui n'est pas faite pour si jamais vous avez une petite fraîcheur, là, vous pourriez avoir des vêtements de surplus là, sans problème dans votre sac à dos. Ouais. Et aussi, excusez-moi, j'essaie de lire en même temps. L'an passé, Jess, tu te souviens, on a eu quelqu'un qui a eu la mauvaise idée, et je dis bien c'est la mauvaise idée, de penser que c'était probablement une bonne idée de partir avec tout l'équipement obligatoire sur lui. C'est pas ça qu'on vous demande. C'est-à-dire qu'il s'était habillé avec tout l'équipement obligatoire. Bien, il a eu chaud, puis après ça, quand il a eu besoin d'arrêter, là, ça a été fini. Là. Il n'était plus capable parce que là, il avait tout mouillé ses vêtements. Fait que c'est pas pour rien qu'on vous demande d'avoir un sac dans lequel vous mettez le matériel que vous n'avez pas besoin, mais qui est obligatoire, puis que vous utilisez seulement en cas de besoin. Hein? La même chose pour les gants supplémentaires, le foulard supplémentaire, je veux dire, le petit bandeau. Il y en a qui peuvent dire, bien, pas besoin de tout ça. Mais si se met à vanter sur le lac, là, bien, vous allez voir que ça va être pratique en Moses d'en avoir un ou deux, puis personnellement, j'en aurais 4. Parce que le moindrement que tu as chaud, bien là, ça vient humide, puis après ça, ça refroidit directement, puis là, ça vient glacer. Fait que ça ne prend pas beaucoup de place, puis souvent, le truc, vous les gardez en dedans de vous ici, là, entre votre veste puis votre chandail. Fait que ça prend pas, tu sais, ça ne vient pas mouiller, mais ça reste quand même assez chaud. Fait que quand vous l'enfilez, bien là, au moins, ce n'est pas glacé comme un popsicle. Fait que ça peut être intéressant. La même chose pour les lunettes. Les fameuses lunettes, bien, il y a beau faire beau soleil quand vous allez partir, bien, on oublie le côté fashion de la chose, bien, c'est des lunettes de ski qui sont pratiques dans des événements comme ça, parce que si se met à vanter, bien, on a eu des gens qui se sont presque gelés la cornée des yeux quelques années. Hein? Ça, il ne faut pas négliger ça non plus. Fait que, quand on court sur le lac, on n'a pas de style. Mais on est en sécurité et on est bien protégé. On laisse faire le look. Puis si je peux me permettre, c'est aussi pour tous les coureurs qui sont passés, c'est aussi le meilleur moyen, en fait, de ne pas embuer les lunettes. Donc, la plupart des gens, ce qui est arrivé, c'est que si vous avez seulement des petites lunettes qui vous coupent du vent qui arrive de face, bien après ça, vous respirez et donc ça embue et là, vous n'avez plus envie de les porter. Puis c'est pour ça qu'il est arrivé des accidents. Donc, c'est vraiment là, important, les lunettes de ski. J'ai reçu aussi des courriels là, au niveau des lunettes plus de ski de fond là, qui ont comme qui viennent avoir finalement là, un peu un isolant qui empêche que la buée elle remonte puis qu'elle vienne embuer finalement vos lunettes. Donc, c'est vraiment ça les critères qui sont importants. Effectivement. Puis, dépendamment des conditions météo, ça se peut que les gens au ravitaillement, soit le responsable de parcours ou les encadreurs ou les gens au ravito, bien, vous regardent de proche puis regardent si vous n'avez pas des engelures aussi. Parce que souvent, il y a quelques années, on avait des gens qui arrivaient au ravito puis qui étaient blancs ici. Hein, il y avait l'impression qu'il faisait chaud. Bien, c'est parce qu'ils ne sentaient plus qu'ils étaient gelés. Hein? Fait que ça, on peut se mettre une petite crème de protection aussi. Normalement, là, cette année, ça devrait être mieux. On est une semaine plus tard, fait que ça devrait être bien, mais c'est toutes des choses qu'il faut anticiper. Donc, si jamais ça arrive, comment je me prépare à des situations comme ça?
Oui, puis on a aussi le photographe qui mentionne, un de nos photographes officiels qui mentionne que ça fait de très belles photos des coureurs avec des lunettes de ski, donc n'hésitez pas, le style est bien aussi. Oui, oui, effectivement. Oui. Si je peux rajouter l'argument ultime, là, c'est que le vent, des fois, il vient de côté. Fait que, tu sais, t'as beau avoir les hauts-clés, radars, prism polarisés, avec les petites pointes, c'est pas assez. Le vent, il arrive de côté, il va te geler quand même les yeux, tu sais. Les lunettes de ski, ça vaut vraiment la peine. Oui. Puis, je pense que c'est pas Sorti du bois qui nous a fait une petite vidéo dernièrement, là, c'est tout ça. En tout cas, un des Oui, podcasts là, qui partageait le matériel, puis il donnait le truc, puis moi que je vous donne, que j'utilise toujours, c'est oui, des mitaines, mais mettez-vous des petits gants en dessous. Des petits gants parce que ça va arriver souvent que vous allez avoir besoin de fouiller dans votre sac ou même au ravitaillement, mais comme ça, vous ne serez jamais les mains directement là, au niveau des intempéries. Fait qu'un petit gant qui respire, qui est à l'intérieur de votre mitaine, puis à ce moment-là, c'est beaucoup mieux là, parce que, entre autres, je vous raconte toujours ce qui est le pire, mais on ne veut pas que ça arrive. Mais l'année où on a dû évacuer beaucoup de personnes, bien, il y a des gens que j'ai habillés, là, mais vraiment habillés et déshabillés dans les tentes parce qu'ils n'étaient plus capables d'utiliser leurs doigts parce qu'ils s'étaient gelés les doigts dans le sens qu'il n'y avait pas des petits gants pour les protéger. Fait que c'est ça. On est maman ou pas, même sur le lac. Est-ce qu'il y avait d'autres questions au niveau des lunettes, des gens qui n'ont peut-être pas écrit dans la conversation, mais qui avaient des questions au niveau lunettes doudoune? Sinon, je pense qu'on a pas mal fait le tour à ce niveau-là. Peut-être juste s'assurer là, que les gens comprennent également qu'au niveau de la doudoune d'urgence, ça peut être un atome plus un coupe-vent. La combinaison de ça aussi est correcte, mais seulement la atome, c'est pas une doudoune qui est assez, qui garde suffisamment sa chaleur. Ouais, c'est correct si vous n'avez pas couru avec le atome avant. C'est ça, exactement. C'est vraiment une veste que vous n'utilisez pas, qui est là en cas de besoin uniquement. Sinon, on avait des questions au niveau des recommandations pour les lumières en mode clignotant. Si elles doivent être rouges ou blanches, puis est-ce qu'il y a un modèle qu'on suggère? La personne parle de peut-être avoir des lumières de vélo pour son sac de course. Oui, bien, c'est souvent ce que les gens font, les lumières de vélo. Fait qu'à l'arrière, c'est vraiment pour que vous soyez visible, surtout de la part des motoneigistes puis des personnes qui vous encadrent à l'arrière. Puis à l'avant, bien, c'est votre lumière pour voir sur le parcours. Donc, à l'avant, c'est vraiment votre petzel. On vous demande d'avoir des batteries supplémentaires ou peut-être une seconde petzel, dépendamment du temps que vous allez passer sur le lac. Des fois, si votre lumière est fatiguée, bien, s'il fait froid, elle va peut-être durer moins longtemps. Puis ça, c'est du matériel qu'il faut tester aussi. Hein? Même si vous courez toujours en plein jour, ben, n'oubliez pas de tester votre matériel le soir aussi. Fait qu'à l'arrière, quelque chose de rouge qui clignote, puis à l'avant, la lumière qui vous mène vers Chambord, vers l'arrivée. Tout à fait. J'ai une question aussi dans le chat qui demande si les bâtons de course sont possibles à cause d'une légère blessure à un pied. Moi, j'y vois pas d'inconvénient, là. Ça fait partie des petits ajouts que vous pouvez certainement avoir. Il faut juste être en mesure là, de les traîner, puis que si jamais vous décidez pour une certaine portion là, de ne pas les utiliser, ben, de les garder sur votre sac à dos puis d'avoir une façon de l'attacher, tout simplement. De voir s'il y avait d'autres questions. Ça se pourrait, je ne sais pas s'il y a des gens à qui je n'ai pas répondu dans le chat. Je pense qu'il y avait Andréane au niveau du nombre de participants pour chacune des courses. Présentement, on est à une trentaine de personnes qui font la traversée ensoleillée, une quarantaine de personnes qui font la traversée étoilée et tout près de 80 personnes pour la micro-cryo. Donc, ça ressemble à ça de façon grossière, là, le nombre de personnes par course. En plus de ça, vous allez avoir les encadreurs qui sont à pied, qui vont aussi faire partie là, de chacune de vos courses. Et bien sûr, les motoneiges qui vont vous encadrer. Jannick? Ton son est fermé, Jannick. Excuse. OK. J'avais une question. J'avais vu qu'il y avait cette année dans notre sac des pantalons de plus. Est-ce que ça se peut? J'ai lu ça. Je suis mêlée? C'est pas des pantalons de plus. En fait, ce qu'on veut juste s'assurer, c'est que les gens prennent le départ avec des pantalons. Donc, ça peut être, c'est juste, on veut s'assurer que personne, même si peut-être qu'en hiver, les gens courent en short, ben, sur le lac, nous, on peut pas autoriser quelqu'un qui parte là, directement en short parce que ben, vous comprenez que l'exposition est assez grande. Donc, on voulait juste le clarifier cette année tout simplement, mais c'est pas des pantalons supplémentaires qui sont nécessaires.
OK, parfait. Merci. Fait que ceux-là, vous pouvez les porter et surtout les garder tout le long de la course. C'est quoi, pas une négligence courir en short? Tout à fait. Je pense qu'on a une question de... Ben, pour faire du pouce à Mme Brassard, il est vraiment marqué dans le guide du participant à la page 6, là, dans votre sac de course à avoir avec vous tout au long de votre épreuve, vous devez avoir les vêtements supplémentaires suivants, pantalon de course long, que l'organisation pourra vous obliger à porter en fonction des conditions météo. Bon, mais on le réajustera, on le mettra dans la bonne catégorie. Je suis désolée. Si c'était à cet endroit-là, avec vos commentaires, à chaque année, on réajuste un petit peu nos listes puis la façon qu'on les écrit. Donc, c'est certain que moi, je prends ça en note puis qu'on validera que l'année prochaine, que ce soit plus clair ou que ce soit dans la bonne catégorie, tout simplement. Donc, désolée pour ça. C'est ça. Parce qu'on a eu des situations où des personnes n'avaient pas nécessairement de pantalon. Fait que là, on voulait au moins s'assurer que vous ayez des pantalons. Donc, est-ce qu'on a des pantalons dans notre sac ou pas? Non, seulement sur vous. OK, merci. Ouais. Ils peuvent être plus légers, dépendamment des conditions, mais des pantalons pour vous protéger au complet. De mon côté, je pense qu'on avait fait le tour des questions. Je pense que s'il n'y a personne d'autre qui avait des questions là, sur différents... Je vais laisser encore une petite minute peut-être, si jamais il y a des gens qui sont présents qui avaient des questions. Pour ceux qui sont peut-être arrivés en cours de route, ça se pourrait que vous ne savez pas exactement c'est quoi les questions qui ont été posées au début de la rencontre, mais juste pour vous rassurer, il y aura cet enregistrement-là qui va vous être partagé demain sur la page des participants des courses CRIO. Donc, vous allez pouvoir réécouter le début puis valider là, si jamais il y avait des questions ou quoi que ce soit qui vous aiderait finalement à vous orienter là, pour le matériel ou juste pour les dernières questions avant la course. Et on reste disponible également par courriel. Et ça me fait plaisir de vous répondre si jamais il y a d'autres questions d'ici. Moi, j'aimerais glisser un mot sur les levées de fonds, Jessica, avant de quitter. Oui, il y a peut-être Joël qui a une question avant. Puis après ça... Oui, j'avais peut-être une petite dernière question sur les surfaces pour M. Fortin. Je me demandais, est-ce que ça vous... c'est la première année que la traversée ensoleillée? Il va quand même avoir 30 personnes qui vont avoir passé. Est-ce que ça vous inquiète pour la surface ou pas? La vraie réponse, je ne le sais pas. Je ne pense pas, parce que il peut faire moins 5 nuageux, puis ça n'a pas d'impact. Comme il pourrait faire moins 12, gros soleil, pas de vent, puis ça a un impact. Ça ne m'inquiète pas trop, honnêtement. 30 personnes, même 50 personnes, c'est pas si pire que ça en raquette. En souliers de course, ça laboure un peu plus, là. Mais et tout ça est tellement variable. Puis si on voit que ça a trop brassé de neige, ben, on pourra passer la gratte pour aider, là. Mais si on s'est lancé dans ce modèle-là, c'est parce qu'on n'avait pas d'inquiétude outre mesure, là. Merci. Puis à la limite aussi, peut-être que je m'avance dans un dossier, là, mais à la limite aussi de resurfacer sans faire un surfaçage complet, mais de passer avec une motoneige, peut jouer, mais c'est vraiment pas. On le sait également, puis comme Marie-Christine le disait tout à l'heure, c'est toujours un petit peu une surprise. Puis d'être sur le lac, ben, les conditions peuvent changer du début au milieu de la course et à la fin de la course. Donc, il faut comme être prêt à accepter qu'on n'a pas tout à fait le contrôle sur le surfaçage, puis qu'on fait de notre mieux pour vous permettre une course avec des défis, mais on ne contrôle pas chacun des défis. Oui, effectivement. Puis si je peux me permettre aussi, vous êtes 70 au total dans les 2 longues traversées, mais si vous avez regardé les temps de passage, on a des gens de la traversée ensoleillée qui vont finir en même temps que ceux de la traversée étoilée. Fait que ceux de la traversée ensoleillée qui sont plus pressés d'arriver pour prendre leur bière, ben, vont dépasser des gens de la traversée ensoleillée. Fait que ça ne veut pas dire que parce que vous êtes dans la traversée étoilée que vous allez être nécessairement toujours derrière. Dépendamment de votre envie d'avoir mal, ben, vous allez vous retrouver en avant des gens de la traversée ensoleillée. Fait que le plaisir, c'est toujours relatif. Il y en a qui en ont plus en restant à faim, il y en a qui en ont plus avec le couteau d'un dent, mais la surface va être différente dépendamment de ça. Tout à fait.
J'ai quelqu'un qui s'est rajouté à la fin, Georges, tout simplement, là, qui demandait pour le fait de porter des raquettes avec la micro-cryo. Ce qu'on mentionnait au début de la rencontre, c'est que c'est vraiment votre choix. En fait, nous, on va vous conseiller quelque chose la journée même en fonction des conditions qu'on a, mais ce sera toujours votre choix. Puis c'est super important de se pratiquer avant avec les raquettes parce que même si c'est 13 km et non un 37 km, si vous n'avez jamais pratiqué avec les raquettes, là, c'est pas une bonne idée que ce soit pour la première fois lors des courses CRI. Il dit excellent, j'ai jamais couru avec. Ben, oublie-la, Georges. Oui, c'est ça. L'année prochaine. Sinon, je laisserai peut-être Jean-Charles parler du petit mot de la fin. Et si en attendant, là, il y a d'autres questions, n'hésitez pas à nous écrire dans le chat, simplement. Pour les levées de fonds, vous avez peut-être vu passer sur le Facebook des courses cryo qu'on a notre partenaire Air Canada qui va donner une paire de billets pour n'importe quelle destination d'Air Canada en Amérique du Nord et on va la faire tirer. La façon dont le tirage va fonctionner, c'est que toutes les personnes qui vont avoir dépassé leur levée de fonds de tranche de 250 vont avoir un droit de tirage. Donc, par exemple, tu es sur la traversée, peu importe laquelle, tu as un objectif de 1000, tu arrives à 1250, tu as un droit de tirage. 1500, 2 droits de tirage, etc. Même chose pour la micro-cryo sur la base de la levée de fonds dont l'objectif est de 500 $. Vient s'ajouter à cette paire de billets d'avion-là, j'ai oublié le décompte, mais je pense qu'on a une quinzaine de manteaux et de vestes Arc'teryx qu'on aura sur place en différentes grandeurs, qui elles aussi des vestes Proton, Hoodie, Hybrid, et aussi des vestes Norvan. Donc, il y a beaucoup de matériel de notre partenaire Arc'teryx qu'on va mettre aussi dans ce droit de tirage-là. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous excédez votre levée de fonds, bien, vous avez des fichus de bonne chance de vous retrouver avec une veste qui est de 400 $, un manteau qui en vaut autant, puis une paire de billets pour n'importe où en Amérique du Nord offerte par Air Canada. Dernière chose, je pense, puis fiez-vous pas à moi, j'ai toujours 8 dernières choses à rajouter, là, mais mettons là, que je commence en disant dernière chose. La levée de fonds, on l'a écrit à différents endroits, on vous l'a nommé, on l'a redit encore aujourd'hui, c'est une levée de fonds qui est obligatoire. Les années passées, il y avait des gens qui étaient à 100 $ ou peu importe le montant, de réaliser leur levée de fonds, puis ils nous disaient « Ah, je vais continuer ma levée de fonds après », puis bon, on était bons joueurs, il y a peut-être une dizaine de personnes là, qui étaient dans cette situation-là, puis on leur disait « Ah, ben, c'est correct, on te fait confiance que tu vas poursuivre ta levée de fonds après l'événement. » Ben, sur les 10 personnes, il y en avait 9 qui ne complétaient pas leur levée de fonds. Et là, on les relançait 1 semaine, 2 semaines après. Puis l'année passée, il y en a un qui m'a dit ben, tu avais juste à pas me laisser prendre le départ. Ben, on va écouter la recommandation de cette personne-là, qui par ailleurs est inscrite encore cette année. Et on ne laissera pas personne prendre le départ s'ils n'ont pas complété leur levée de fonds. C'est un peu plate là, d'y aller de manière aussi drastique, mais après 5 ans comment on dit ça, de lousse, là, si on veut, on se doit de resserrer un peu la vis de ce côté-là. J'ai vu des questions passer, Jessica, je ne sais pas si tu peux les popper, peut-être en lien avec ça. Oui, il y a une petite question ici au niveau de l'eau. Quels sont les trucs par rapport à si ça gèle? Est-ce que c'est ça la question, Audrey? Ouais, en fait, le truc, c'est que tu mets du gin dedans, comme moitié-moitié, là, c'est parfait. Là. Ouais. Ce que je pense, là, en fait, là, c'est que c'est certain que si vous prenez le départ avec de l'eau qui est froide, il y a plus de chances que ça gèle. Donc, c'est pour ça qu'on garde les choses plus près de notre corps. Puis, l'autre élément, c'est que vous allez avoir accès là, aux différents sites de départ. Vous allez avoir accès à de l'eau qui est chaude-tiède, qui va permettre aussi là, de prendre le départ avec de l'eau qui a moins de chances de geler. Et sur chacun des ravitaux, vous allez avoir accès à de l'eau chaude.
Donc, on vous suggère toujours là, de venir remplir ou de vous assurer là, que vous partiez du ravito, pas avec de l'eau qui est froide dans vos flasques. L'idée, c'est pas comme un trail à 30 degrés l'été, ben vous ne partez pas avec 3 litres d'eau dans votre sac. C'est sûr que ça ne servira à rien. Fait que la poche d'eau avec le Camel Pack, ça, c'est fortement décommandé. C'est clair. Sinon, une petite flasque, peut-être les flasques là, qui sont molles, que vous pouvez garder peut-être près du corps. Souvent, ce que les gens font, c'est qu'ils se mettent une petite veste, puis dans leur veste, ils font juste mettre une flasque à l'intérieur, puis mettre leur manteau par-dessus. Puis à l'extérieur, là, ils ont vraiment leur sac dans lequel ils ont leur matériel, puis qui peuvent accéder plus facilement à la nourriture. Fait que, ça fait une petite chaleur de plus. C'est comme l'équivalent d'un T-shirt, sauf que vous avez votre eau toujours près du corps avec vous ou votre liquide pour le garder bien au chaud. Puis essayez d'avoir le minimum possible, c'est certain, là, pour pas que traîner trop de poids aussi. Vous avez des ravitaillements au 7-8 km, Jess, là, des fois 9. Fait que, en plein hiver, je ne pense pas que vous soyez en peine de liquide entre chaque ravitaillement. C'est important de s'hydrater, mais ça ne sert à rien de traîner le chameau avec vous autres. Et Nathaniel, non, désolé, il n'y aura pas de gin sur les ravitaux. Et du par contre, érable. Oui, c'est ça, exactement. Hein? Il y avait d'autres personnes qui avaient une question. Oui, quelqu'un qui dit qu'il mettait ses chauffe-mains pour son eau, effectivement, c'est l'idéal. Le cellulaire, les chauffe-mains aussi. Ariane, est-ce que la question était toujours d'actualité? Oui, allô. Dans le fond, moi, c'est une question au niveau de la levée de fonds. J'ai communiqué avec des compagnies de ma région, puis ils ne sont pas à l'aise de faire un don directement dans ma levée de fonds personnelle pour la cryo, même si c'est sur le lien, puis tout ça. Puis, c'est pas que je l'ai fait pour ça, mais ils partiraient quand même à augmenter l'excès que j'irais chercher de 250, les bons 250. Est-ce qu'il y a un moyen qu'ils puissent le faire directement à la fondation, mais que ça participe quand même à ma levée de fonds personnelle? Oui, c'est quelque chose qui est possible. Tiens-nous au courant parce que tiens-nous au courant, puis comment je dirais ça? Parce qu'il arrive des fois, c'est qu'il y a une personne dans l'entreprise qui va faire le don. Assure-toi qu'elle indique que c'est au nom de l'entreprise et non pas en son nom personnel. Parce que, tu sais, mettons, tu lui dis, hey, il y a, je sais pas, la pépinière ABC de telle ville qui va faire un don de 200 $, mais finalement, c'est Nicole Tremblay qui fait un don de 200 $. Ben, nous, on va screener dans les dons pépinière ABC, puis on ne le verra jamais, tu sais. Mais c'est quelque chose qu'on peut faire, là. C'est des cas exceptionnels qu'on peut gérer. Si tout le monde se met à faire ça, on va perdre le tracking, là, mais mettons qu'il n'y a personne qui écoute, là, on va te le faire. Il m'enverra un courriel à Cryo, puis je redirigerai là, vers les bonnes personnes pour s'arranger. Parfait, merci beaucoup. Je voulais peut-être aussi ajouter, je pense qu'on vous a donné l'information au travers là, des différents du guide du participant, mais si jamais vous n'avez pas encore réservé vos hébergements, on a des partenariats avec le Chalet Spa et on a également des partenariats avec les chalets à Val-Jalbert. Donc, il y a encore des places disponibles pour vous, pour vos accompagnateurs. N'hésitez pas à communiquer avec eux tout simplement. Puis, je crois également que vous aviez là, dans votre guide du participant avec l'Auberge des Îles, n'hésitez pas à les appeler également. Là, c'est directement au téléphone avec eux qu'il y a moyen d'avoir un rabais, tout simplement. Je ne sais pas si Marie-Christine ou Jean-Charles, vous aviez d'autres points, mais je pense qu'on a fait pas le tour. d'autres points. Moi, je vous dis que votre travail devrait déjà être fait. Donc, dans les 10 prochains jours, un petit peu de course et tout ça, mais c'est le repos qui est quand même de mise. Et que vous fassiez 13 ou 37 km, ben, c'est l'équivalent de 26 ou de 75 km sur le lac, dépendamment des conditions météo. Pour ceux et celles qui sont habitués, vous le savez, ça peut changer, mais mettez-vous pas d'objectif de temps.
mettez-vous un objectif de distance, hein, parce que le temps est toujours relatif. Vous avez des temps de passage. Prenez en compte les temps de passage, toutefois, parce qu'on va malheureusement être sévère sur le respect des temps de passage, parce que, encore une fois, c'est une question de sécurité pour vous, mais aussi pour toute l'équipe de bénévoles qu'il y a sur le lac qui sont là pour vous encadrer. Mais prenez connaissance de tout ça, reposez-vous bien, hydratez-vous, puis on a vraiment hâte de vous voir la semaine prochaine là, pour défier le lac dans ce beau défi. En fait, moi, j'ai une information complémentaire, c'est que dans les prochains jours, peut-être dès demain, j'ai ma collègue Laurence Yelle qui va lâcher un coup de fil, qui va contacter les seuses d'entre vous qui n'êtes pas arrivés à, je pense qu'on a visé 80-90% de vos levées de fonds pour vous faire un rappel amical, puis voir avec vous si vous avez un plan pour compléter votre levée de fonds. Puis, il y a toujours, on l'a fait avec une autre levée de fonds la semaine passée, puis une des questions qui vient parfois, c'est qu'est-ce qu'on peut faire si on n'est pas en train de compléter la levée de fonds? Puis moi, ce que je leur donnais comme réponse, c'est que, ben, non, j'ai une super bonne solution. Là. Moi, j'ai un cousin qui fait partie des Hells Angels, puis qui a été champion national de coup de départ de golf. Puis non, c'est pas vrai. Il est dans les Hells, mais il ne joue pas au golf. Non, sérieusement, il y a différentes choses qu'on peut faire. Puis le plus simple, bien souvent, c'est parce qu'il y a des gens qui sont pris par le temps, puis il leur reste un montant qui n'est pas très, très, très significatif. Ce qu'on invite bien souvent, c'est à ce que les gens fassent un don à leur propre campagne, suite à quoi ils reçoivent un reçu aux fins fiscales qu'ils peuvent utiliser dans leurs impôts de l'année subséquente. Donc, et selon le revenu, ben, ça peut être jusqu'à 50% là, de retour d'impôt que tu peux aller chercher avec ton don. Fait que c'est une manière. On a déjà eu des manières aussi créatives. Un gars qui était restaurateur, puis qui n'avait pas eu le temps de faire sa levée de fonds. D'accord, on va te croire. Et ce qu'on a fait finalement, c'est qu'on nous, on avait une expédition avec des jeunes atteints du cancer qui passaient dans la ville où ce gars-là avait le restaurant. Ben, on a 2 groupes qui sont arrêtés dîner chez eux. On s'est monté un bill de 1200 $, puis c'est lui qui a ramassé le bill. Fait on peut être créatif, mais règle générale, les gens complètent leur levée de fonds. Là, c'est beaucoup plus simple. Super. J'ai Ben, pas de merci cousin beaucoup. dans les Hells, là, c'est pas vrai. Là. Merci beaucoup, Jean-Charles. Merci, Marie-Christine, pour ce temps-là. Puis merci à tout le monde qui s'est mis disponible ce soir. Et on reste avec vous pour vous soutenir là, d'ici le début de la course. Donc, n'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit à nous envoyer un petit courriel. Et sinon, bon repos et à très bientôt. Bonne soirée. Merci tout le monde. Bonne Merci soirée. d'être là.